et à tous, bonsoir et bienvenue dans le troisième numéro du débat public vert, cet espace qui met la lumière sur les problèmes sociaux, politiques, éducatifs, culturels et voire même sportifs guinéens. Dans ce nouveau numéro, nous parlons de la problématique des réformes du système éducatif guinéen. Et pour en parler, nous avons l'insigne honneur de recevoir Mme Hadja Aïchaba, ex-ministre de l'enseignement préuniversitaire, M. Lansana Kouyaté, ex-premier ministre et président du parti PEDN, et M. Souleymane Sissavané, conseiller chargé des questions pédagogiques et d'innovation au ministère de l'enseignement préuniversitaire. Et pour ouvrir ce débat, nous allons plutôt donner la parole à M. Souleymane Sissavané, chargé des questions pédagogiques et d'innovation au ministère de l'enseignement préuniversitaire, qui va bien évidemment nous parler du diagnostic des problématiques de la réforme du système éducatif guinéen. Alors, Monsieur Sissavané, vous avez la parole. Bonjour, Madame Camara, bonjour, chers participants, et bonjour à tous. Alors, c'est encore une fois de remercier les initiateurs de ce grand débat, aujourd'hui, qui fait déjà l'éloquence au niveau de l'actualité, qui fait parler un peu des problématiques du système éducatif. Moi, je pense que lorsqu'on me confie le volet diagnostic, il faudrait d'abord se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un diagnostic? C'est important de le savoir. Alors le diagnostic, par définition, c'est l'identification d'un état, par quoi? Par ses diagnostics, par ses symptômes, autant pour moi. Et qui parle des symptômes, parle des alertes. Aujourd'hui, il est important de rappeler que les symptômes qui fait aussi parler du problème du système éducatif aujourd'hui, c'est par quoi? Nous avons quoi comme outil pour essayer d'identifier ces symptômes? Ce n'est autre que les expressions, le verbe des élèves. C'est ce qui nous avons comme nous, chez nous, à la maison, dans les coins, c'est tout ce qu'on a comme outil pour évaluer un peu le niveau d'instruction d'un enfant, d'un élève par exemple. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas aller au-delà de ce diagnostic sans parler tout simplement. Je vais commencer par vous dire d'abord, pourquoi allons-nous à l'école? Pourquoi apprenons-nous? C'est pour décrocher un diplôme. Pour faire en quoi? Qu'est-ce qu'on en fait d'un diplôme? C'est pour trouver quoi? Un emploi décent. Il faut se poser la question qu'aujourd'hui, que notre système éducatif a un problème énorme. Ça veut dire qu'on ne se donne pas le projet d'essence pour se poser la question pourquoi, à quoi ça va servir le diplôme? Est-ce que c'est en corrélation avec les besoins, des compétences des entreprises, des emplois que nous créons dans notre pays? Donc la première des choses, il faudrait qu'on se pose la question plus haut, que les diplômes doivent être en corrélation avec les métiers d'avenir, les métiers qui sont sur place aujourd'hui. Si nous mettons ça dans les lignes de formation, dans les universités, dans les stades de cycle, on peut au moins comprendre que nos élèves qui apprennent, ils vont trouver du sens par rapport à ce qu'ils apprennent quotidiennement comme outil d'instruction. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, aujourd'hui, l'actualité qui brûle les langues, les lèvres, c'est quoi? C'est le pourcentage aujourd'hui du baccalauréat qui est à 9%, l'examen d'entrée à 7e qui est à 17%, et le BEPC qui est à 15%. Il ne faut pas se voiler la face. Vous savez très bien, l'échec n'a pas autre appellation, c'est un échec. Pourquoi avons-nous échoué? Ce n'est pas maintenant qu'il faut essayer de pointer du doigt que nous avons un problème en Guinée. Nous avons eu la chance d'avoir dans ce débat l'ex-ministre de l'Éducation, Hadja Aïchaba, qui est là. Nous avons constaté, lorsque nous avons pris fonction, que le travail de diagnostic a été déjà posé. C'est dans les archives du ministère. Mais ce qu'il faut comprendre, ce qui est important de comprendre, nous devons essayer de réactualiser ces diagnostics par rapport aux besoins actuels de notre nation. Pourquoi cela? Je dis ça parce qu'aujourd'hui, nos enfants aujourd'hui ont pris, c'est-à-dire ont accroché avec un outil qu'on appelle les réseaux sociaux, les téléphones. Et vous savez, c'est très important de dire ça. Nous avons jugé nécessaire que les diagnostics qui ont été posés doivent être essayés d'accompagner par quoi? Par la nouvelle technologie. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons essayé de voir tout simplement que le diagnostic de l'éducation guinéenne aujourd'hui se relève à quel niveau? Alors, premièrement, nous n'avons pas d'infrastructure en Guinée. C'est pourquoi j'aime souvent citer ce que je rappelle souvent. Si nous voulons faire comme les autres, nous devons impérativement nous outiller comme les autres. Si nous n'avons pas d'infrastructure, dans l'infrastructure, ce n'est pas seulement les salles de classe, c'est des outils, des équipements, des formations qui vont avec ça.
On ne peut pas parler aujourd'hui d'une école. On peut avoir des écoles modèles, parce que j'ai entendu parler souvent ici des écoles d'excellence. Mais à quoi ça sert une école d'excellence dans un pays comme la Guinée? Parce que moi, je pense que l'enseignement aussi, ça crée de l'émulation. Il faut qu'il y ait de l'émulation entre les apprenants. Mais s'il faut exclure les crèmes dans les salles de classe pour les orienter, pour les grouper dans une école qu'on appelle l'école d'excellence, ça pose problème. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, quand on parle de l'infrastructure, aujourd'hui, nous-mêmes, nous constatons qu'il y a une diversité de difficultés d'handicap au niveau des apprentissages. Notamment, nous avons dans nos salles de classe des élèves qui souffrent de la dyslexie, c'est-à-dire qui ont des difficultés qu'on appelle ça, de mémoire. Il y a des élèves qui souffrent également de la dysphasie. Je peux en citer d'ailleurs. Pourquoi aujourd'hui nos élèves qui sont meilleurs, on peut être premier de la République, mais quand vous lui tendez le micro, il a du mal à s'exprimer. Ce n'est pas un problème. Moi, je pense que ce problème-là, il ne faut pas que nous résumions tout simplement la difficulté de nos apprenants au niveau de l'expression verbale. Ce n'est pas que ça. Il est important de rappeler aussi que nous avons constaté ces diagnostics, mais nous avons dit haut et fort que les infrastructures que nous devons mettre en place doivent ressembler à une école qui peut répondre aux problèmes actuels de notre système éducatif. Je parle de diagnostic toujours. Manque d'infrastructures. Dans manque d'infrastructures, vous ne pouvez pas trouver une école en Guinée ou, peut-être dans les quelques écoles privées, je peux le dire, hein, mais faites le tour de la Guinée, il est rare de trouver dans une école où il y a une bibliothèque ou un coin de lecture, où on peut prévoir des salles d'ateliers pédagogiques pour développer le sensoriel avec nos élèves. Ça n'existe pas. Je parle de tout, à l'élémentaire là. Au-delà de ça, nous parlons aujourd'hui de l'échec, de 9%, de 15%, de 7%, et qu'on dit que c'est les professeurs qui sont mal formés. Nous avons des écoles qui ont des excellents professeurs. Mais si les apprenants ne sont pas mis au centre de l'apprentissage, c'est un problème. Même si nous formons les enseignants, il faudrait que tous les acteurs du secteur éducatif soient alertés. Et comment les alerter? Il fallait trouver une alerte aiguë. Et cette alerte aiguë, nul ne peut encourager l'échec massif. Mais pour que et les gouvernants et les acteurs du secteur éducatif soient alertés du problème du système éducatif, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait essayer de sortir du modèle de repêchage qui est connu dans le monde entier. Tous les grands pays, ils ont des méthodes de rattrapage. Quand il y a des échecs comme ça, il y a des rattrapages qu'on pouvait faire. On peut amener les élèves à passer des oraux. Ils peuvent passer aussi d'autres évaluations d'une manière pour les repêcher. Mais en Guinée, on a pris l'habitude de repêcher d'une manière à partir de quoi? À partir de la source. C'est-à-dire, on regarde les notes et puis on dit, bon, on peut piger dedans. Et chose que nous n'avons pas acceptée. Si vous regardez réellement, vous analysez très bien les copies des années antérieures, vous allez constater que c'est les mêmes résultats. C'est les mêmes résultats. Ce n'est pas une nouveauté en Guinée. Nous avons constaté que nous pouvons essayer d'alerter de façon très aiguë tous les acteurs sérieux. Vous allez voir, la rentrée prochaine, qu'est-ce qui va se passer dans ce pays-là? Certes, nous reconnaissons que nous aurons des difficultés, mais nous sommes en train de prendre des mesures pour pouvoir faire face à ces multiples difficultés, d'un côté. De l'autre côté, tous les parents d'élèves, tous les fondateurs d'écoles, tous les chefs d'établissement, tous ceux qui sont concernés par le système éducatif, nous allons essayer de pousser les réflexions pour changer notre façon de penser désormais pour accompagner nos enfants dans les écoles. Ceci dit que désormais, l'enfant qui va s'inscrire dans une école demain va se réfléchir 50 000 fois comment il sera évalué à la fin de la vie. Donc, il va forcément se solidariser avec l'apprentissage quotidien. Ça, c'est important de rappeler. Diagnostic, encore, je recule d'un pas par rapport toujours au niveau de la formation des enseignants. Le problème, d'ailleurs, ce n'est pas la formation des enseignants. Les meilleurs enseignants aujourd'hui n'enseignent pas dans nos salles de classe, dans les écoles publiques. Il faut le dire. Nous avons constaté, on a fait des tours des écoles. Vous constatez que les meilleurs enseignants, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des heures, ils peuvent prendre 4 heures, 5 heures dans les écoles publiques et ils donnent plus d'heures dans les écoles privées. C'est un constat et nous avons pris des mesures contre ça. Et de l'autre côté, vous allez aussi voir, oui, d'accord, nous avons constaté que dans les différents établissements, dans les 10 dernières années ou je ne sais pas comment, les 15 dernières années, on a constaté que les nominations dans les établissements scolaires se faisaient politiquement. Parce que pour être chef d'établissement, il y a des critères. On a trouvé au département des critères pour être chef d'établissement. Et pour être chef d'établissement, il faut remplir un certain nombre de critères. Mais si vous nommez quelqu'un parce qu'il fait la politique, vous le mettez comme chef d'établissement, quelle est
l'accompagnement qu'il pourrait apporter au groupe pédagogique ou bien à d'autres enseignants qui ont besoin d'être appuyés. Voilà un problème qui, réellement, nous devons aussi faire face. Alors, nous parlons également toujours des diagnostics, volet diagnostic. Au regard des résultats critiques que nous avons constatés, ce n'est pas fait à dessein. Quand vous regardez un peu le budget de l'éducation, comparez s'il vous plaît le budget de l'éducation guinéen, hein, à l'instar des autres pays, juste à côté. Je peux parler du Mali, je peux parler du Sénégal, je peux parler de la Côte d'Ivoire. Mais c'est un budget misérable au regard des autres systèmes éducatifs. Donc on ne peut pas parler d'un système éducatif réussi s'il n'y a pas les moyens à côté. C'est très important de rappeler. À partir de là, en découle quoi d'autre? Il est important que nous mettions un accent particulier pour rendre le métier de l'enseignant attractif. Quoi qu'on fasse, n'importe quelle formation qu'on va donner aux enseignants, si l'enseignant n'a pas le moral au zénith, je pense qu'il y aura des difficultés pour transmettre le savoir. Ça, c'est très important. Nous avons prévu des plans de formation depuis que nous avons pris fonction. Nous avons prévu beaucoup d'autres choses parce que je ne vais pas toucher un peu le sous-thème des autres conférenciers parce que je suis toujours dans les diagnostics. Je ne vais pas parler de perspective parce que ça ne relève pas de mon thème. Mais c'est important de rappeler que nous avons insisté à ce que les trois grands axes-là désormais soient prioritaires pour que nous puissions répondre aux attentes des acteurs du système éducatif. Notamment, nous allons essayer de faire face au problème d'infrastructure. Nous n'avons pas d'école. Nos enfants, ils s'arrêtent pendant des heures pour recopier des cours. Mais regardez, vous parlez des pays modèles, la France, vous parlez des pays modèles, qu'on appelle ça Danemark, aux États-Unis. Vous avez vu quelle classe là-bas où les élèves s'arrêtent pour prendre des cours? Nos enfants, ils s'asseyent par terre pour apprendre. Est-ce normal dans ces conditions d'apprentissage? Est-ce que c'est vraiment adéquat pour vraiment essayer de répondre à la qualité d'enseignement que nous recherchons? Vous allez voir dans nos écoles des enfants aujourd'hui qui n'ont pas, un seul professeur peut enseigner 5 matières. Tandis que dans les écoles privées, ici à côté, c'est des spécialistes de physique, c'est des spécialistes de chimie, c'est des spécialistes de français. Comment voulez-vous que nos enfants qui sont à Tougué, nos enfants qui sont à Lola, puissent réussir, peut-être être premiers de la République, pendant qu'ils n'ont même pas un enseignant qualifié pour enseigner ces matières de spécialité? Nous avons fait face, nous avons trouvé ces problèmes en place. Alors, aussi, autre problème, très aigu, nos enfants vont à l'école. Et après, qu'est-ce qu'on a constaté les années antérieures? On a complètement fait dos, c'est-à-dire à l'apprentissage sérieux, pour faire face à quoi? À mettre, c'est-à-dire dans la tête des enfants, que désormais, il suffit de s'inscrire avec un groupe WhatsApp pour réussir son examen. Ça a été, en fait, c'est un problème qui est connu de tous. On n'a jamais pris de mesures contre ces genres de pratiques. Ce qui fait qu'on avait eu des premiers de la République dans le passé qui bénéficiaient des bourses et qui faisaient le déshonneur de notre pays. Donc c'est pourquoi nous avons pris des mesures cette année, non seulement pour durcir les méthodes d'évaluation, mais aussi répondre, désormais s'aimer ce qu'on appelle le mérite. Et ce mérite-là, notre combat phare, c'est quoi? C'est désormais mettre des dispositions dans les salles de classe pour que les enfants puissent mieux apprendre. Cela relèvera de quoi? De l'appui de tous les acteurs du système éducatif, y compris nous, vous, tous, pour qu'on puisse essayer d'accompagner désormais nos enfants, pour leur donner une réussite. Nous avons décidé quoi désormais? Toujours dans le diagnostic. On a constaté que nous avons des difficultés de recrutement. Parce que c'est quand un diplômé ou sans diplômé trouve qu'il ne peut pas trouver de l'emploi au ministère du Budget, au ministère de l'Économie, qui se révise pour être enseignant. Ah oui, c'est un problème, il faut le dire, c'est un problème sérieux. Oui, parce que je vais enseigner parce que je n'ai pas trouvé de l'emploi ailleurs. Et pour pallier à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous nous battons nous-mêmes. Parce que vous allez voir, Madame la ministre est là, elle peut en témoigner. Vous allez dans une structure concentrée ou déconcentrée du ministère de l'Enseignement préuniversitaire, vous constaterez que les meilleurs professeurs des zones sont déjà dans les DCE, dans les DPE, au ministère. Donc, désormais, le ministre ira dans les salles de classe pour donner les cours. C'est possible.
Ce n'est pas interdit, ne serait-ce que 4 heures de cours pour combler des trous. Tous les cadres des deux PE, des deux CE vont se lever pour pouvoir trouver un élan de mutualisation, pour échanger des ressources pédagogiques, pour que nous puissions apporter mieux, c'est-à-dire des cours dans nos salles de classe. Ce n'est pas une promesse, ça s'est réalisé dès la rentrée. Parce que nous-mêmes, c'est demandé d'être dans les régions pour aller assister à la formation des enseignants désormais dans les coins reculés de la République de Guinée. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, il faudrait vraiment que nous mettions un accent particulier également sur l'implication des parents d'élèves. Les élèves passent 6 heures, peut-être au maxi 8 heures à l'école. Le reste du temps, c'est à la maison. C'est à la maison. Comment, qu'est-ce qu'il faut pour que les parents s'impliquent? Parce que c'est vrai que nous allons parler des fiches de suivi, comme les autres pays, mais tant que les parents d'élèves ne s'impliquent pas à fond, pour au moins, ne serait-ce que poser à l'enfant, avez-vous fait votre devoir? Vous n'avez rien à lire? C'est des questions qui amènent l'enfant au moins à penser qu'il a un devoir scolaire à rendre. Mais si les parents déjà passent leur temps à parler sur les réseaux sociaux, à regarder la télévision, l'enfant ne se pose jamais la question, est-ce que j'ai un devoir à rendre demain à l'école? C'est un problème qui interpelle tous. Encore une fois, je ne saurais terminer sans revenir encore sur l'actualité. Pourquoi avons-nous décidé d'exposer les tendances et les statistiques qu'on a toujours connues? Il faut oser le dire. Il faut oser le dire que ces statistiques ont été toujours la même chose, c'était la même tendance. Chaque année, quand on évalue, les fondateurs d'école, même les chefs d'état, évaluent seulement les enfants dans les classes intermédiaires. Vous saurez exactement qu'on va avoir 5%, 10%, pas plus. Donc, ces résultats reflètent effectivement le niveau des enfants. Nous ne condamnons pas les élèves, nous ne condamnons pas les enseignants, nous ne condamnons pas qu'on appelle ça, les acteurs, mais nous condamnons tout un univers du système éducatif. Nous sommes tous concernés par cet échec massif. Ce qui veut dire tout simplement que le diagnostic, il faut vraiment que le Guinéen, nous comprenons que le budget qui est alloué à l'éducation est très faible par rapport aux besoins qu'on veut. Parce que nous nous comparons aux autres pays. Après le bac, nos enfants sortent. Ou bien nous nous confrontons avec les mêmes cadres lorsque nous sommes en Guinée, en dehors de la Guinée. On ne peut pas rêver d'avoir une école de qualité dans notre pays si nous n'avons pas des outils comme les autres pays. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, encore une fois, avant de terminer, je remercie les initiateurs de ce grand débat que la Guinée attend de nous pour réussir ce combat, parce que c'est un combat, la formation de nos enfants dans les meilleures conditions. Nous allons prendre des mesures qui vont nous permettre, encore une fois, de mettre les meilleurs dispositifs d'apprentissage de qualité dans nos salles de classe en faisant des fiches d'activité, en faisant également des fiches pédagogiques pour nous et les parents et pour les enfants, pour les accompagner à la maison. Nous avons pris des mesures, les axes sont là. Donc ces mesures, je ne vais pas toujours aller sur le terrain des autres panélistes. Bien sûr. Je reste toujours sur le volet diagnostic et de là, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Et merci, monsieur le conseiller. Comme il vient de le dire, prochainement, le ministre va enseigner. Prochainement, il n'y a pas de problème. C'est noté, on y va. Alors, merci à vous, monsieur Souleymane Sissavané. Je rappelle qu'il est conseiller chargé des questions pédagogiques et d'innovation au ministère de l'enseignement préuniversitaire. Nous sommes tous concernés. Vraiment, les responsabilités sont partagées. Alors, pour continuer, nous allons donner la parole à Madame Hadja Aïchaba, ex-ministre de l'enseignement préuniversitaire. Comme le disait M. Bayo, il dit que vous êtes l'une des meilleures ministres de ce pays. Alors, nous vous demandons d'applaudir vraiment cela. Et merci beaucoup. Donc, nous allons donner la parole à Mme Hadja Aïchaba qui va nous parler de sa vision globale sur la réforme du système éducatif guinéen. Merci beaucoup de me donner la parole. Je voudrais commencer par remercier Bayo
et ses collègues qui sont allés à la maison et m'ont convaincu de venir ici aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je souhaiterais féliciter les 3 lauréats et dire à mon frère, welcome. Thank you. Eh bien, si Savané a fait le diagnostic, moi, je ne parle jamais du système éducatif guinéen. Pourquoi? Parce que je n'étais pas là. Vous voulez que je parle de choses que je ne connais pas? Il l'a fait. Mais je veux juste vous dire ceci. Nous avons dit échec. En fait, ce n'est pas un échec. C'est une leçon. C'est une leçon. Nous devons tirer la leçon de ce qui s'est passé cette fois-ci. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons failli à notre devoir. Quand je dis nous, c'est tout le monde. Le ministre, dans son discours, l'a dit. Parents d'élèves, enseignants, le système lui-même, les autres départements aussi. En un mot, c'est nous tous réunis. Et ensemble, nous devons trouver les solutions. Il a déjà parlé de certaines solutions. Mais je pense que lors des discussions, on va en donner davantage. Moi, je suis une ancienne sous-directrice générale pour l'éducation à l'UNESCO. Je parlerai donc des systèmes en général. Et vous rappelez les engagements que les pays, donc la Guinée y compris, ont pris. Et là, je voudrais juste vous rappeler l'agenda africain de l'Union africaine de 2063 qui rentre dans le cadre de l'agenda des objectifs de développement durable de 2030. Sans oublier la francophonie, la stratégie économique de la francophonie. Qu'est-ce que nous avons dit? Que nous allons donner une éducation de base, de qualité à tous nos enfants. Et, si vous permettez, c'est dans l'objectif 4 où on dit éducation de base, de qualité pour tous, sans exclure qui que ce soit. Personne ne doit rester sur les bords du chemin. L'objectif numéro 5 qui dit qu'il faut l'égalité des sexes et autonomiser les filles et les femmes. Et maintenant, l'objectif numéro 8, parce que ce sont ces objectifs qui nous concernent, nous, en tant qu'enseignants, en tant qu'étudiants, en tant qu'élèves. C'est de donner un emploi égal, un salaire égal, aussi bien aux filles et aux garçons. Ensuite, qu'est-ce que je peux encore vous dire? C'est que les objectifs de développement durable, qui est au centre? En fait, ce sont les femmes. C'est l'éducation des filles et des femmes qui est le fil rouge qui va de la pauvreté jusqu'au partenariat. Et ça, c'est important. Or, si vous regardez les résultats, vous voyez que les filles ne sont pas là. Heureusement que nous avons Youla qui nous a honorés en étant première. Ah, ouais. Et c'est donc cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Que si nous donnons l'opportunité à nos filles, elles peuvent réussir. Donc, notre devoir, c'est de donner. Vous savez que Mahatma Gandhi a dit quoi? Si vous éduquez un garçon, c'est un individu. Mais si vous éduquez une fille, c'est une famille, c'est une communauté, c'est une nation. Et qu'est-ce que Kofi Annan nous a dit? Il a dit, et je cite, « Le meilleur outil de développement qui soit, c'est l'éducation des filles. » Et souvent on dit les femmes sont victimes. Je refuse ce mot victime. Nous sommes les facteurs de développement. C'est dommage qu'il n'y ait pas assez de filles dans la salle, de femmes dans la salle. Nous sommes les facteurs de développement d'un pays et nous devons l'assumer. On dit aussi que l'Afrique recèle d'énormes richesses, qu'elles soient minières, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient hydrauliques, touristiques, etc. Mais quelle est la plus grande richesse de nos pays? C'est sa jeunesse. À condition, et quelle est la condition? Une éducation de qualité. Une éducation de qualité. Et tout au long de la vie, pas simplement primaire, secondaire, c'est tout au long de la vie. On ne finit jamais d'apprendre. Moi, tous les jours, j'apprends. Tous les jours, j'apprends. Et donc, qu'est-ce que je peux ajouter à cela? Vous savez, quand les enfants atteignent cet âge-là, ils sont confrontés à ce qu'on appelle l'adolescence. Ah, c'est une période très difficile. Et c'est à ce moment-là qu'on leur dit, passez le concours en 7e, passez le brevet.
Ils ont d'autres chats à fouetter. C'est à nous de les aider à passer cette adolescence-là. Répondre à leurs besoins, aussi bien à l'école qu'à la maison. Vous savez ce que je veux dire. Je n'ai pas besoin d'aller dans les détails. Maintenant, de quoi les jeunes ont-ils besoin en fait? Ce sont de compétences. Compétences fondamentales, compétences transférables qu'on appelle souvent souples, compétences techniques et professionnelles. Compétences fondamentales, c'est quoi? Lire, écrire, compter, connaître ses droits. Et surtout, aujourd'hui, c'est maîtriser aussi les outils de l'Internet. Enfin, ICTs, comme on dit ICTs. TIC, ce sont les TIC. À vous de dire ce que c'est en français, moi je ne sais pas. Bon, maintenant, technologie de l'information, merci. Je vous ai dit, moi je ne parle aucune langue, entre parenthèses. Maintenant, les compétences transférables ou souples, c'est quoi? Quelles sont ces compétences-là? Dites-moi un tout petit peu. Vous qui êtes dans la salle, dites-le-moi. C'est savoir travailler seul et en groupe. Être quoi? Hein? Être assidu ponctuel. Oui, être assidu ponctuel. Et encore, moi je voudrais que vous me le disiez, en tout cas moi je ne vais pas le dire. Être rentable à sa nation. Être créatif. Ensuite? Avoir le sens de leadership. Exactement, le leadership. Ensuite? Avoir de la vision. Oui. Oui. Et qu'est-ce que cela fait en fait? Ça donne confiance à l'enfant, ça le motive. C'est ce dont nous avons besoin. Quant à l'enseignement technique professionnel, il y a des savoir-faire aujourd'hui qui sont indispensables dans l'électricité, dans l'agriculture, dans la plomberie et autres. Malheureusement pour nous, c'est que les parents, ils ne valorisent pas l'enseignement technique et la formation professionnelle. Or, aujourd'hui, c'est là qu'on trouve les jobs, les emplois. Bon. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Les filles et les femmes ne s'engagent pas dans ces filières-là, malheureusement. Et il le faut. Moi, j'ai fait sciences. Et quand j'ai fini l'université, on ne finit jamais l'université. Quand j'ai commencé à travailler, Béhanzin m'a dit, hey, tu vas enseigner. Pour que les jeunes filles comprennent que les femmes sont bien dans les sciences. Donc, je suis venue, j'ai enchaîné à la Chine. Beaucoup se sont orientés vers la Chine. Et plus tard, quand j'étais ministre, j'ai cherché une bourse avec ACDI pour que les filles embrassent les sciences exactes. Elles l'ont fait et plusieurs d'entre elles aujourd'hui sont pharmaciennes, elles sont médecins, elles sont tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que je peux que parce que tout ça, on peut aller de coq à l'âne. À l'université, qu'est-ce qui se passe? Et dans les institutions d'enseignement supérieur, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'on forme des jeunes, et Sister Lamé l'a dit, dont le profil ça ne correspond pas au marché du travail. Et donc, ils sortent et ils chôment. Ils ne devraient pas chômer d'ailleurs, parce que si ils avaient les compétences souples dont je parlais, ils auraient été créatifs et créé leur propre entreprise. C'est pour ça que les compétences-là sont extrêmement importantes. Et au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, au niveau du supérieur, est-ce qu'il y en a en Guinée? S'il n'y en a pas, ils peuvent demander des bourses. Ils peuvent avoir ces bourses-là s'ils sont excellents. Et c'est pour ça qu'il faut être premier partout. Il faut être premier. Moi, je ne voulais pas être deuxième à l'école. Même si j'avais 15, 17, 18, si je suis deuxième, je ne suis pas d'accord. Je veux être première, même si c'est 13. Ce n'est pas grave, pourvu que je sois... Ouais. Et maintenant, qu'est-ce que ces institutions devraient faire? C'est de travailler avec le secteur privé. Le secteur privé doit donner à nos institutions le profil dont ils ont besoin, mais aussi financer. Or, je ne pense pas qu'ils financent. Il faut aujourd'hui que le secteur privé finance l'éducation pour que l'accès soit
plus grand, que la qualité soit meilleure. Et il faut qu'il le fasse, il faut qu'il mette la main dans la poche. Vous savez très bien que d'ici 2030, les enfants seront surtout dans les zones rurales, n'est-ce pas? 65%. Il va falloir donc les former dans le domaine de l'agriculture. On les forme dans le domaine de l'agriculture, mais à l'issue de la formation, il faut qu'on les accompagne. Comment pouvons-nous les accompagner? C'est en leur donnant, les femmes surtout, c'est en leur donnant des crédits ou alors des prêts sans intérêt ou alors vraiment minimes. Comme ça, ils pourront être des exploitants agricoles. Et ce sont eux qui vont nous transformer ces produits agricoles-là sur place. Mais pour que cela soit, il faudrait qu'il y ait des pistes rurales. Il faudrait qu'au niveau de ces zones-là, il y ait une école, un dispensaire. Il faut le minimum de services sociaux. Ça va les aider à rester. Il faut aussi des lieux où ils pourraient s'amuser, donc des loisirs, accès à Internet. Si cela existe, eh bien, on leur donne aussi des camions pour pouvoir transporter leurs produits en ville. Ils vont s'enrichir. Vous croyez qu'ils vont venir en ville pour chômer? No way. Ils resteront dans les zones rurales. Qu'est-ce que je peux ajouter? Parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Mais d'abord, il a dit beaucoup de choses. Mais comme je suis une enseignante, je fais très attention à l'éducation des filles et des femmes. C'est mon dada. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous prenez comme groupe cible les filles, tout le système devient qualitatif. On construit les écoles près des communautés, tout le monde y va, garçons et filles. On forme les enseignants. Et on dit à l'enseignant, il n'y a pas d'enfant bête, chacun a un potentiel. C'est à l'enseignant de découvrir le potentiel de l'enfant, de répondre à ses besoins, quel qu'il soit maintenant, qu'il soit handicapé, qu'il soit super doué ou moyen. Et surtout, il y aura un environnement favorable à l'apprentissage. Il y aura une infirmerie où les jeunes filles auront accès à des serviettes hygiéniques. Il y aura de l'eau, il y aura de l'électricité. L'école sera entourée. Il n'y aura pas de violence à l'école. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Il y a des viols matin, midi et soir. Ça me rend malade quand j'y pense, quand j'apprends ça. J'en suis malade. Tout ça là va disparaître. L'école va être un havre de paix. Les filles vont travailler, les garçons aussi. On va avancer, aller jusqu'à l'université ou aller dans les... Je ne sais pas, mais en tout cas, on va réussir. Et lorsqu'on finit sa formation, ou plutôt lorsqu'on finit l'université, ou plutôt lorsque l'on quitte l'université, on ne peut pas toujours tendre la main au gouvernement, donnez-moi un emploi. No way. C'est à vous de chercher votre emploi, ou de créer vos entreprises. Moi, j'ai vu au Nigeria, les gosses là, ils ne cherchent même pas. Ils ne vont pas là-bas. Ils créent leur propre. Je vous raconte une petite histoire. J'aime beaucoup raconter des histoires. Il y a un monsieur ça c'était au Sénégal, et c'est vrai. Il ne sait ni lire ni écrire. Il va dans un supermarché où il y avait un appel d'offres d'emploi où on disait on avait besoin d'un gardien. Il arrive, on dit, vous avez une adresse email? Il dit non, j'en ai pas. Il dit, ah non, c'est pas pour vous. Il dit, ah bon, d'accord. Il sort, il regarde comme ça, il voit que les gens, s'ils veulent fumer, il faut aller très loin. Il dit, ah, ah, ah. Il a eu une petite table. Il a mis des cigarettes, des bonbons, etc., etc. Et un jour, un monsieur vient le trouver où? Dans un grand supermarché. Oui, supermarché, d'accord. Il dit, ah, vous savez lire? Il dit, non, je ne sais ni lire ni écrire. Il dit, mais il faut le faire. Il dit, mais si je l'avais fait, je serais gardien. Pourquoi je dis cela? C'est parce qu'il faut se réconcilier avec soi-même. Oui. Vous voyez vous-même ce que vous pouvez faire, votre potentiel, et vous réussirez toujours. Vous
avez parlé tout à l'heure des partenariats. Bon, tout le monde parle, je ne vais pas parler des partenariats, on le sait. Mais puisqu'il a parlé du budget, ce que nous avons dit à Incheon, c'est que les gouvernements de nos pays doivent donner 4% de leur PIB ou 20% des dépenses. Ça, c'est le minimum qu'on puisse donner au secteur. Je m'en arrête là parce qu'on va avoir une discussion. On pourra continuer à discuter. Merci beaucoup. Je vous remercie. C'est un plaisir. Alors, merci à Mme Hadja Aïchaba. Je le disais à l'entame, comme M. Bayo aime à le dire, vraiment, nous aimons partager un espace d'expression. On le fera une autre fois. Vous m'avez donné 10 minutes, 20 minutes. La prochaine fois, on viendra, tout le monde va parler. Il n'y a pas de problème. Voilà. Merci, oui. Il faut signaler à toucher un point très essentiel par rapport aux femmes. Nous, au niveau de la Maroc, déjà, on n'existe pas, surtout la compétence des femmes. Toi, tu es déjà là. Donc, tout à fait mondial pour nous déjà. Donc, on peut continuer. On aura une autre conférence, on parlera rien que des femmes. D'accord. Sans problème. Voilà. Merci à vous, Madame Hadja Aïchaba. C'est vrai qu'il faut vraiment le rappeler. On va, tout au long de ce débat, parler de beaucoup de choses. Mais Monsieur Si a parlé des infrastructures, il a parlé du budget. Madame Acha également a parlé de l'insertion socio-professionnelle, la création ou l'orientation plutôt des étudiants, des élèves. Il le faut parce qu'il y a des enfants qui ne savent vraiment pas quoi faire. Et que nous, les parents, nous, les grands frères et sœurs qui ont déjà fini les universités, parce qu'il faut le dire, nous pouvons avoir, ou bien nous avons la possibilité d'orienter ces enfants. Parce qu'elle l'a aussi signifié tout à l'heure, le monsieur qui a eu son supermarché, en fait, il n'est pas allé à l'école, mais il a quand même eu confiance en lui. Il a quand même eu la possibilité de réfléchir, de trouver un problème et aussi trouver la solution à ce problème. Donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole à M. Lansana Kouyaté, ex-premier ministre et président du parti PEDN. Il va nous parler des perspectives du système éducatif guinéen. Mes premiers mots seront pour remercier la maison des associations et des ONG de Guinée. J'ajouterai à ça les 3 lauréats. Oui. Je n'ai pas eu l'habitude de les voir de vrai. Comme me le disait une de mes petites filles. Okay. Ah, je te vois de vrai maintenant, je te vois dans les journaux. Alors moi aussi, je vous ai vu à la télévision. Maintenant, je vous vois de vrai. Donc, je voudrais les remercier. Et remercier mes 2 prédécesseurs qui ont présenté un tableau après ce diagnostic formidable et après ce que notre doyenne, qu'elle ne s'en offusque pas, elle l'est par la qualité de son esprit et par ce qu'elle inspire encore comme lumière. Alors donc après ce qu'elle a dit, moi je n'aurais que très peu de choses à dire. Premièrement, le parti que je dirige a dû concevoir dès l'entame, créé en 2009, on a dit déjà qu'il faut un programme de société sectoriel, secteur par secteur. Oui. Ce dont on parle aujourd'hui, nous avons réfléchi il y a quelques années. Et on ne s'est pas contenté de rester dans nos bureaux mouvementés de partis politiques. On a travaillé sur ces programmes-là et qu'on remet à jour en fonction de ce que nous apportent les experts que vous êtes. Et je crois que j'ai eu l'honneur de recevoir M. Si Savané à Paris. On a discuté à peu près, c'était au moment où on faisait les croisements, pour mieux adapter nos différents programmes sectoriels. Et le secteur de l'enseignement occupe une place très importante. Première décision, ce n'est pas la peine de revenir sur le diagnostic. Les diagnostics ont été posés. La première des choses que je ferai, parce que quand même, c'est l'engagement entre un homme et un peuple, même si c'est conçu par un parti. La conception originelle, c'est le parti qui le donne à son candidat et c'est le candidat qui doit dompter ce programme et le rendre vendable. C'est donc moi, Lansana Kouyaté, qui m'adresse au peuple de Guinée, à tous ceux qui savent, à tous ceux qui ne savent pas, à la quintessence de ce peuple pour qu'on bouge. On va d'abord
d'un point de vue formel, chose qui peut paraître banale, dans l'ordre de préséance du gouvernement, on a souvent président, premier ministre, après fonction régalienne, où on cite défense, sécurité, affaires étrangères. Le premier poste régalien, ça sera ministre de l'Éducation. Vous pouvez penser que ce n'est rien, c'est beaucoup. Parce que cette représentation lui donne une marge de manœuvre. Une marge de manœuvre. Ça, c'est la première chose. Aussi, c'est important parce que les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'un ministre de l'Éducation a à faire à ce niveau de la hiérarchie protocolaire? Il a à faire quelque chose. Quelle est la différence entre la préhistoire et l'histoire? On va calculer, on va spéculer là-dessus. La différence entre la préhistoire et l'histoire, c'est l'invention de l'écriture. Tout à fait. Vous le savez, je le sais. Donc, dès lors que c'est l'écriture qui marque le passage de la préhistoire à l'ère historique, c'est l'écriture, c'est dire que l'écriture accompagne la vie. Et c'est de cela qu'il s'agit. Ils ont posé le bon diagnostic. Un, les infrastructures. Les infrastructures, est-ce qu'on en a? On n'en aura jamais assez. Ce n'est pas seulement de ne pas en avoir, mais on n'en aura même jamais assez. Et ce n'est pas tout que de les avoir. Il faut les entretenir. Oui. Je vous cite une université à côté de nous, en Sierra Leone, le Farabi College. Oui, le Farabi College a donné, la science, la technologie, tout ce qu'il y a comme philosophie à des gens qui sont venus de loin de l'Afrique de l'Ouest, à la Tanzanie, au Zimbabwe. Tous les pays anglophones sont venus. Ça a été construit en 1826 par les Britanniques. C'était la première école de type occidental ici. Des années après, je suis allé là-bas. Il n'y a pas très longtemps. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. L'école qui a fait, l'université qui a fait qu'on a donné à Freetown le nom de Athènes d'Afrique, parce que la Grèce était en ce moment au summum, cette université-là n'existe plus. Pourquoi construire et regarder, n'est-ce pas, ces filoches? Donc, les infrastructures dont nous parlons, ce sont des infrastructures qui sont bâties, qui seront bâties et qui seront entretenues. Laissez cette belle salle, n'est-ce pas, où je suis venu, je crois que c'est la deuxième fois que je viens ici. Laissez cette belle salle des années et des années sans entretenir. Non, mais ça va mourir. Tout ce que vous abandonnez, vous abandonne. Un point, c'est tout. Abandonnez. Même votre corps, ça vous abandonne. Votre esprit, ça vous abandonne. Et nous faisons au moment où une grande université avait été faite en Côte d'Ivoire, j'ai dit aux Ivoiriens, vous ne devez pas gérer ça seul, sans quoi vous ne pourrez pas. C'est l'université de Yamoussoukro, Félix Houphouët-Boigny. C'était l'une des universités que même les Américains ont admirées. Et ils ont dit que trouver de telles infrastructures était difficile. Bon, bref, je leur ai dit, maintenons ça. Ayons, n'est-ce pas, dans la sous-région, ayons des spécialités par pays. La charge sera réduite, mais on gère ensemble. La Guinée est connue pour ses mines. Alors, la faculté des mines sera là. Le Sénégal est connu pour les lettres. La faculté des lettres sera là-bas. Ainsi de suite, ainsi de suite. L'intégration dont on parle en Afrique, on en dit très peu, mais quels sont les enfants ici qui connaissent quels sont les potentiels d'un autre pays à côté de nous? Il n'y en a pas. Mais nous sommes en train de parler de la Guinée. Ces infrastructures-là, ça constitue l'essentiel. Parce que j'ai été dans des lieux où j'ai vu les enfants agglutinés aux fenêtres, en train d'écouter ce que le maître dit. Il peut écouter vraiment? Non. Il ne peut pas écouter. Non, il ne pourra pas écouter. Et le maître lui-même. Il a du mal à passer le message. Et non seulement il a du mal à passer le message, mais il a son problème personnel aussi. Pendant qu'il travaille, il pense quel pain je vais amener à la maison. Il n'a pas de riz. Quel riz je vais amener à la maison. Quel poisson je vais chercher. Quand l'enseignant est assailli par de tels problèmes domestiques, il ne peut pas bien enseigner. C'est pourquoi j'ai été enseignant aussi, quelque part, par
par décision, si vous voulez, mention excellente, où que vous soyez, après, ici en Guinée, où que vous soyez, après, on vous dit, dès que tu as mention excellente, tu enseignes. On était en 4e année quand on enseignait les étudiants de 2e. Il fallait bricoler. Et on a fait ces bricoles-là. Mais un jour, on m'a fait... J'étais président d'un jury. Un jury avec quelqu'un qui est venu, qui n'a pas pu lire. Il n'a pas pu lire son résumé. Ouais. Je vous assure. Alors, j'avais autour de moi des professeurs qui étaient connus pour être très carrés. Il finit, il n'arrive pas à lire. Il sort. Quand on a dit, bon, c'est fini, il n'a pas pu. Je dis alors, on va délibérer. Ces professeurs-là que je connaissais bien me disent, délibérer, monsieur Kouyaté, comment délibérer? Délibérer sur quoi? Il n'a pas pu lire le résumé de son diplôme. Pourquoi? J'ai dit, vous ne voulez pas? Non, non, il est recalé tout de suite. Je dis, ah, je suis d'accord, mais à une condition. Je vous pose la question. Est-ce que lui mérite l'université? Non. Est-ce qu'il mérite le lycée? Ils disent non. Je dis, où on doit l'envoyer? Au collège. Je dis, mettons qu'on le recale et qu'on l'envoie au collège. Vous le pouvez? Vous vous accusez vous-même. Vous êtes vous-même complice. Parce que tous enseignaient à l'université. C'est pourquoi la différence, l'écart entre la faute des élèves, des étudiants et les maîtres, c'est très mince. C'est très mince. Donc, le problème, le PDN a pensé à un programme. Et comment faire les infrastructures? Comment régler tous ces problèmes? Il faut un budget massif. Et ce budget massif, c'est de combien de pourcents? Nous dirons, à commencer, 35% et en glissement pour atteindre les 40%, n'est-ce pas, du budget national. Comme au Sénégal. Comme au Sénégal, comme dans beaucoup de pays africains déjà. Ouais. Comme dans beaucoup de pays. Ouais. On a eu à discuter, débattre de ce sujet quand j'étais à la CEDEAO. On devait aller à une réunion avec l'Union africaine qui devait se tenir d'ailleurs à notre siège. Et c'est en ce moment que sectoriellement, on a situé tous les problèmes. Et c'est là qu'on a compris que la moyenne déjà en Afrique tendait, je dis bien la moyenne, tendait à être dans une fourchette budgétaire de près de 40%. La Guinée est à 16 et quelques. 16 et quelques pourcents aujourd'hui. C'est peanut. Nous devons investir. Quand on croit en une chose, on y investit. Oui. Il faut cesser de parler. Il faut investir et prendre des actes concrets. Donc, cet investissement se fera et avec les 40%. Et aussi, il y a eu trop d'états généraux dans notre pays. États généraux à tel âge, états généraux à tel autre âge. À chaque fois, ce sont des états généraux. Avons-nous tiré des leçons de ces états généraux? Non. Il faut faire l'état général des états généraux. C'est ça. Voilà. Il faut faire les états généraux des états généraux. Pour savoir tamiser. On fait un état, des états généraux aujourd'hui, d'autres arrivent, ils oublient. Oui. Ils recréent un autre état, des états généraux encore. Pour répéter la même chose. Il y a une tautologie qu'on ne peut pas qualifier. Il faut recenser tout ça, sortir un programme qui court sur le temps. Et pour que des états généraux, nous puissions retenir quelque chose de concret. L'éducation des jeunes filles. Et là-dedans, je reste fidèle à ma thèse parce que je suis sous surveillance de mes militants, et puis de toi. Et surtout, mes militants savent ce qu'on a dit là-dessus. Je vais rester collé donc à cela, l'éducation des jeunes filles. Nous avons dit qu'on accordera la gratuité de l'enseignement. On est volontariste. La gratuité de l'enseignement durant le cycle primaire aux jeunes filles. Parce que le déficit est grand. C'est incommensurable. Quand on prend aujourd'hui, rien que, et c'est partout comme ça, l'homme a tendance à vouloir dominer, l'homme a tendance à être dominateur. Mais la vérité est que les femmes sont celles qui supportent le poids de la société. Évidemment. Quel que soit ce qu'on en pense. Et ce que je dis là, du point de vue de l'éducation, je peux le dire du point de vue économique. Hein. Mais tout, ce sont du point de vue économique.
Dans beaucoup d'endroits, vous partez, ce sont des femmes qui sont au charbon. Et quand elles vont, parfois elles font l'objet de brimades. Je l'ai dit, c'est une femme que nous avons suivie, poursuivie même, je dirais, de Lagos jusqu'à Abidjan. Elle venait du Niger. Elle avait produit des oignons. Elle allait sur le marché. Avec l'intégration, elle devait revendre ces oignons là-bas. On l'a poursuivie. Elle a été arrêtée à des points entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Elle a été arrêtée 75 fois. 75 fois. Et pas seulement arrêtée comme ça, mais arrêtée pour pouvoir payer des... Oui, c'est ça. Pour boire. Des barrages. Il y a la santé, il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a la douane, il y a ceci, il y a cela. Arrivé en Côte d'Ivoire, mes experts l'ont poursuivi jusqu'au marché. L'oignon qui venait non pas du Niger, l'oignon qui venait de la Hollande, qui était prisé en Côte d'Ivoire, était moins cher que l'oignon qu'elle a amené, porte d'à côté. Vous trouvez ça normal? Non, justement. Et il fallait donc casser ces barrages. Mais même à l'intérieur d'un même pays, vous voyez le nombre de barrages qu'il y avait en Guinée. À l'intérieur d'un pays. On dit on est pays. On dit on est république. On dit on est... Mettons ça comme on veut. Mais après, c'est des barrages. C'est de l'escroquerie pure et simple qu'il faut démanteler. Je crois que ça a été... On en a démantelé ces jours-ci. Mais en démantelant, il faut faire attention parce que vous démantelez, quand vous oubliez une seconde, ça revient. Il faut le suivi. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, dans le système des programmes, on mettra en place des programmes d'excellence et un système de bourse au mérite pour soutenir les étudiants ayant de très bons résultats scolaires. Oui. Ça ne s'arrête pas au niveau où ils sont. Il faut continuer. Il faut continuer. La vie, c'est ça. Après, il n'y a pas longtemps, il y a des étudiants qui ont porté mon nom, qui ont donné mon nom à leur promotion. Et quand je suis allé, c'est ce que je leur ai dit. La vie va vous entraîner à vous séparer les uns des autres. Mais réfléchissez à ce jour-là. Et c'est pourquoi, dans la foulée, j'ai organisé des stages, rien que pour eux. Et sur quoi? Comment trouver du travail. Voilà. Comment trouver du travail. La thématique, il y a ceux qui l'ont conçu et ceux qui l'ont enseigné, il est là. Et ça continue d'ailleurs, on n'a pas fini encore. Parce qu'on a pris lot par lot et c'était pour leur dire, voilà l'effort à faire, voilà la méthode à mettre en place pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, de l'emploi. Parce que chercher l'emploi, c'est ça. Et je vous l'ai dit tout de suite, l'humanité évolue, mais n'oublions pas que les premiers hommes ne savaient ni lire ni écrire. Ah oui, mais... Gloire à eux parce qu'ils se sont battus contre la nature, physiquement. On est allé de la cueillette, n'est-ce pas, à la chasse, de la chasse à l'agriculture, de l'agriculture à l'industrie, de l'industrie à l'agro-industrie et à tout ce qui suit. Aujourd'hui, on est à l'ère de la technotronie. Ouais. Au-delà du monde. Quand vous allez, les puces que nous utilisons ici sont fabriquées très loin, à Taïwan. 70% de nos puces viennent de Taïwan. Et la matière première vient d'Afrique. La matière première vient très souvent d'Afrique. Ouais. Très souvent d'Afrique. Et prenez partout, vous trouverez qu'il y a des Africains qui ont le savoir-faire, le know-how. Ils savent. Mais malheureusement, dès qu'ils finissent ici, ils ne pensent qu'à l'extérieur. Mais pourquoi cette tendance à l'immigration? Pourquoi? C'est parce que sur place, ils ne trouvent pas ce qu'on a trouvé. La Côte d'Ivoire, dans les années 60, a mis en place un système où pratiquement les ressortissants des pays voisins étaient spécialisés. Les Guinéens et les Béninois, c'était dans l'enseignement. Mais oui, ils étaient là. Les meilleurs mathématiciens de Côte d'Ivoire sont venus de Guinée. Ouais. Mon grand frère était là-bas. Voilà. J'en connais comme ça, toute une panoplie. Mais parce que là-bas, c'était mieux rémunéré. Parce que là-bas, il y avait moins de contraintes. Et ils ont dû fuir la Guinée pour aller s'inscrire là-bas. Jusqu'à présent, il y en a là-bas. Alors, pourquoi nous ne pouvons pas payer autant? Pourquoi?
Mais ce qui arrive très souvent, et chacun veut être dans les bureaux. Ça a été dit, ça c'est le diagnostic général. Nous mettrons fin à tout ça. Nous mettrons fin à tout ça. Et soyez sûrs, les enseignements technologiques. Quand le NAM a été créé, je crois que ça a été l'une des meilleures trouvailles à l'époque. Absolument. Le NAM a été construit par qui? Par Israël. Oui. Imaginez-vous, par Israël, au moment où la Guinée soutenait à 100% la lutte des Arabes. Oui, ils l'ont Mais fait quand même. le gouvernement de l'époque a pensé qu'il fallait une école des arts et métiers. Métiers. Et cette école a été créée. Pendant les grandes péripéties de crise économique, les diplômés chôment. Est-ce que le plombier va chômer? Jamais. Justement. Est-ce que le Mécanicien. le mécanicien va chômer? C'est cela. L'électricien. Je suis allé une fois en Israël. J'ai trouvé là-bas un jeune Guinéen du nom de Ba, je crois, Ba Alimo. J'ai trouvé, il travaillait et à une très haute place parce qu'il était colonel de l'armée israélienne. Colonel, je vous assure. J'ai eu la chance de partager avec lui le repas. Et après, il n'y a pas encore 2 mois, celui par qui je l'ai connu, qui était en Israël, un Guinéen aussi, est venu ici. Je lui demandais après les uns et les autres, je lui ai dit, bah, il a dit, il a quitté déjà, il a la retraite. Je dis, ah bon, il a la retraite. Il dit, oh, c'est plus plaisant d'être à la retraite. Mais oui, moi je Parce le sais. qu'on gagne plus. Oui. Elle gagne hein, beaucoup plus que ceux qu'elle avait. Alors, écoutez, je vois qu'on peut être pris par le temps. Oui. Si vous me laissez raconter, je vais le faire à satiété. Mais soyez sûrs que nous avons un programme. Oui. Et que en deuxième lecture, je vais envoyer, en première lecture à ma soeur, pour que chacun contribue. Parce qu'il s'agit d'un programme pour l'éducation. Et je vous ai déjà annoncé la couleur. Bon, je ne veux pas tout vendre non plus. Parce qu'après, quand ça sera le moment des campagnes... Les autres vont voler les idées. Bon, qui me volent les idées, c'est tant mieux. Mais le savoir-faire, il faut l'avoir aussi. Voilà. Donc, je vous remercie très sincèrement. Et soyez sûrs que tout ce que j'ai dit là, le peu que j'ai dit de notre programme d'enseignement, je n'ai pas tout dit, hein, sans quoi j'allais me mettre à lire. Alors, soyez sûrs que c'est du sérieux. Et nous voulons prêter serment même d'appliquer ce qu'on donne aux Guinéens comme programme. C'est un programme sur l'éducation. L'éducation est la poutre maîtresse sur laquelle reposera le développement économique et social de la Guinée, que ce soit dans le domaine culturel. La culture, chaque fois que les États, les grands États, sont passés par le cycle, n'est-ce pas, des crises économiques, le premier secteur à les tirer de là, c'est la culture. Allez à Washington, allez aux États-Unis, au Nigeria. Aujourd'hui, Nollywood a remplacé le pétrole nigérien, la masse des revenus. Tout à fait. La même chose pour Hollywood. La Californie est la 7e puissance mondiale, si on la prend en dehors des États-Unis. 7e. Et ça, c'est grâce à l'industrie culturelle. Donc, il n'y a pas de domaine innocent, il n'y a pas de domaine infranchissable. Alors, croyons, croyons et croyons. Merci. Merci. Croyons et croyons. Ah oui. Croyons. Tout est possible. C'est possible. Merci vraiment à nos débatteurs. Alors, chers téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en marche, vous avez très bien fait. Vous êtes dans le débat public responsable, cet espace qui met la lumière sur les problèmes sociopolitiques, éducatifs, voire même sportifs guinéens. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en marche, vous avez très bien fait. Vous êtes dans le débat public vers cet espace qui met la lumière sur les problèmes sociopolitiques guinéens, éducatifs, voire même sportifs guinéens, je le disais tantôt. Et dans ce 3e numéro, nous parlons des problématiques de la réforme du système éducatif guinéen. Et pour en parler, nous avons Madame Khadja Aïchaba, que j'aime vraiment, en fait, que les autres ne se sentent pas. C'est réciproque. D'accord. D'accord, une dame que moi personnellement, que j'apprécie beaucoup parce que
Au cours de ce débat, elle a parlé de beaucoup de choses. Elle a parlé du maintien, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de la scolarisation de la jeune fille. Les filles sont à l'école, mais comment maintenir ces filles à l'école? Je pense que c'est là aussi qu'il y a un grand problème. Nous avons également M. Lansana Kouyaté, ex-premier ministre et président du parti PEDN. Également, nous avons M. Souleymane Sissavani, conseiller chargé des questions pédagogiques et d'innovation au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire. J'y arrive enfin. Alors, nous allons partir avec la phase des questions-réponses. Monsieur Kaba Bamba, si vous le permettez, bien sûr. Oui, et puisque la chargée à l'organisation, Madame Mara, est là, elle va nous aider, entre autres, à faire passer les micros également et à nous aider avec les personnes qui souhaitent poser les questions. Merci de m'avoir donné la parole. Je veux m'adresser à M. Savané, si je ne me trompe pas, qui a parlé du diagnostic, des problèmes liés à l'éducation en Guinée. C'est vrai qu'il a posé des diagnostics. J'aimerais savoir s'ils ont un plan d'action pour pouvoir amener les parents à plus s'impliquer dans l'éducation des enfants. Parce que c'est le gros problème, en fait. Merci. Merci. L'implication des parents. Merci, Madame Cissé Mawa, de nous avoir encore aidé à faire face à l'implication des parents d'élèves par rapport aux accompagnements que nous souhaitons mettre en place dès la rentrée. Et sachez que le ministère, comme je me permets désormais de marcher un peu sur les perspectives, les mesures à prendre pour la rentrée scolaire, nous avons signalé que dès la rentrée prochaine, nous allons faire travailler des fiches de liaison, désormais, qu'on va mettre en place dans tous les meilleurs systèmes éducatifs. C'est une manière d'associer les parents à certaines choses. Vous savez très bien, nous avons des parents d'élèves qui sortent 6 h du matin à la maison, qui rentrent généralement à 23 h. Vous savez, c'est un problème, même pour inviter un parent d'élève, pour faire un point de restitution avec un enseignant. C'est important, ne serait-ce qu'il faut faire une fois dans l'année. Le parent d'élève doit inviter, rencontrer le professeur principal ou bien un enseignant où son enfant a des difficultés, par exemple, dans ces matières-là, pour discuter, pour parler réellement, pour défaire un peu le profil d'apprentissage pédagogique de son enfant. Donc, nous avons travaillé sur des fiches techniques, des fiches de liaison qui vont voir le jour dans les jours prochains, et pour vraiment essayer d'inviter les parents à accompagner les enfants. Je vous remercie. Merci. Je vais ajouter là-dessus, il est important qu'il y ait un suivi permanent à l'école, que le maître chaque jour fasse l'appel. Si l'enfant s'absente 2 jours de suite, on convoque les parents. C'est la meilleure solution. Donc, le suivi est continu, l'évaluation est continue. Mon nom est Barry Mamadou, directeur de l'Observatoire de la Maison des Associations et ONG de Guinée. Mes questions reviennent à M. Souleymane Sissavani. Encore. Encore. Désolé, mais tout à l'heure, je vous ai entendu dire que pourquoi allons-nous à l'école? Je pense qu'on part à l'école pas seulement pour avoir des diplômes, mais pour avoir du savoir. Absolument. Du savoir se comporter et du savoir-faire. Comme Madame vient de le dire, parfois tu n'as pas besoin d'un diplôme pour entreprendre. Il suffit d'apprendre et de savoir vraiment sur quoi tu veux te lancer. Donc c'était ma réponse à cette question. Et donc mes questions sont les suivantes. Avec un taux aussi élevé d'échecs, ne pensiez-vous pas avoir mis les charrues avant les bœufs, sachant que vous aviez dit que vos prédécesseurs ont effectué des diagnostics et que vous aviez trouvé ces diagnostics au sein des ministères. Ne pensiez-vous pas avoir pu exécuter ou trouver des solutions de ces problèmes déjà diagnostiqués avant d'évaluer les enfants pour nous sortir ce taux d'échec, plutôt que de dire qu'eux, ils ont beaucoup lutté sur le repêchage des enfants et que vous avez voulu montrer la réalité? Ne pensez-vous pas avoir pu améliorer cet diagnostic plutôt qu'au moment de ces évaluations de ces enfants? Je vais vous voler la vedette, monsieur, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre et Madame la Ministre. Je vais commencer par un peu revenir sur votre remarque par rapport à la définition que vous appelez sur l'éducation. Vous avez dit que pourquoi allons-nous à l'école? Il faut apprendre à discerner l'instruction et l'éducation. L'éducation, c'est le développement méthodique. Donc,
c'est à travers les strates des cycles qu'on accroche maintenant pour pouvoir bercer le professionnel, c'est-à-dire le métier d'avenir, le métier qu'on veut faire. Bon, il y a des enfants, comme on l'a dit, hein, on apprend cognitivement, c'est développement cognitif. C'est là on peut commencer à faire part les choses. C'est pourquoi nous avons vu des ateliers d'animation pédagogique que nous souhaitons mettre en place désormais. Vous allez désormais voir votre propre enfant sur cette fiche de liaison, quel est son profil d'apprentissage pédagogique. Parce que nous avons tous des handicaps qui ne sont pas visibles. Tout à fait. Nous avons tous des handicaps qui ne sont pas visibles. Ça peut être d'ordre dyslexique, dyspraxique, dyscalculie. Tout ça, nous comptons essayer de revoir désormais que l'école guinéenne, lorsqu'un enseignant est en situation d'animation de cours, qu'il soit capable de mesurer, c'est-à-dire diversifier les profils dans une salle de classe, pour que son cours soit animé et adapté au profil des enfants qui sont en face de nous. C'est ça un enseignant. La pédagogie, c'est une démarche simplifiée de transmettre le savoir. Et désormais, on ne peut pas être un excellent meilleur à l'école si vous ne comprenez pas à élaborer une fiche de programme pour améliorer le système éducatif. Voilà, les exemples sont là. Nos aînés, ils ont enseigné, ils ont été meilleurs dans les écoles, ils ont enseigné. C'est pourquoi il y a eu des bons produits avant. Et pourquoi nous, les meilleurs, on veut seulement être des ministres d'État, on veut être des élites dans les mines, pourquoi ne pas aller dans les salles de classe? C'est pourquoi nous avons initié de retourner à l'école et d'accompagner nos enfants dans les salles de classe. Je travaille au lycée, au ministère de l'enseignement préuniversitaire. Je peux prendre des heures au lycée des Octobre. Tout à fait. Mais ça me fait quoi au lieu de m'asseoir dans le bureau, passer le temps sur un dossier que je peux traiter en 30 secondes, ne pas traverser la rue pour aller donner des cours. C'est ce que nous voudrons pour l'école. Alors, pour finir, je vais aller très vite là-dessus. Nous avons trouvé des diagnostics qui ont été posés par les ministres qui sont passés. Vous vous souviendrez que c'est le gouvernement Kouyaté qui a eu le courage pour la première fois de sortir des résultats qui ressemblent à ces statistiques. En 2007. Hein. 2007. Vous vous souviendrez. C'est une politique qui était connue de tous, mais nous n'avons pas mis les charrues avant le bœuf, s'il vous plaît. Non. Il faut alerter. Nous nous sommes battus pour évaluer les enfants. Regardez, même les conceptions des sujets, les premières répliques sont là. Quand vous comparez les sujets cette année par rapport à l'année dernière, nous nous sommes battus pour que les reformulations soient au rendez-vous désormais. Pour que la conception de sujets ressemble désormais à une méthode d'évaluation. Ça, c'est très important de rappeler ça. Donc, pour clôturer, nous n'avons pas mis les charrues avant le bœuf. Nous avons dit qu'on a beaucoup de problèmes. Le budget est très minime. Oui. Il faut alerter tous les acteurs. Donc, nous, on a seulement eu le courage de sortir, de ne pas... si vous voulez bien, tous les autres pays font des repêchages à leur manière. Il y a des rattrapages. Mais si nous n'avons pas les moyens d'organiser des rattrapages, vous savez, le budget est très minime. C'est très minime. Donc, ce qu'on a sous la main, c'est très minime par rapport à ce qu'on peut faire avec le système éducatif. Je vous remercie. Merci. On fait avec ça, quoi. Je voudrais ajouter ceci. Est-ce que dans notre réflexion collective, on n'a pas le sentiment que la pression aussi s'exerce beaucoup plus sur les années d'examen que sur les cycles? C'est ça. L'évaluation continue. Il faut que ce soit une évaluation continue. Que ce soit même au préscolaire. Allons-y. Après le scolaire, après le primaire, après le secondaire, ensuite, il faut que, et l'éducation, donnée par les parents. Vous savez, dans certaines de nos langues, on traduit bien. Quand vous dites éducation, en bon malinké, on dira Diodon. Quand vous dites école, ils diront 40 ans. Là où on va apprendre. Là où on prend l'enseignement. C'est bien distinct dans les deux langues, dans ces langues-là. Dans beaucoup d'autres langues, c'est comme ça. Alors, donc, pour moi, la pression doit s'exercer depuis, n'est-ce pas, le début, tout le long, jusqu'aux classes d'examen. Mais quand on le fait que sur les classes d'examen, tout le monde s'intéresse aujourd'hui. Les résultats du bac, tout le monde. Mais ceux qui s'intéressent aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui s'intéressaient au moment où l'enfant suivait, n'est-ce pas, le cycle. Je crois qu'il faut déplacer un peu. Et pour corroborer ce que Savané a dit, en 2007, quand nous avons décidé du bac unique, quand nous avons dit il faut
véritablement que les surveillances se fassent comme il le faut. En plein conseil de ministres, c'était le dernier jour du bac. Mon ministre m'a envoyé un petit mot. Le ministre, pas de l'éducation, le ministre de la sécurité m'a envoyé un mot. Monsieur le Premier ministre, mes éléments viennent de m'informer qu'après le bac, les étudiants, après l'épreuve, ils vont sortir pour protester. Moi, j'ai lu parce que c'est trop dur et je lui ai répondu, on doit participer à leur côté à cette protestation. Et je lui ai envoyé. Écoutez, il faut pas, la main ne doit pas trembler là. Il s'agit de former des hommes. Et il faut qu'on y fasse face, que nous soyons capables de tenir quand ça va dans la bonne direction. Ça va dans la bonne direction. Oui. Je peux peut-être ajouter quelque chose. Vous voyez que le contexte, quand ils ont pris le ministère, là, le contexte était très dur. Il y avait eu Ebola. Il y a eu les enseignants qui ont fait la grève pendant des mois. Ils ont été remplacés par des contractuels qui n'avaient pas de niveau. C'est-à-dire le contexte était... Il faut tenir compte de ce contexte. Beaucoup de programmes avec les partenaires ont été stoppés. Net. Donc, c'est très difficile de comprendre. Et c'est important d'ailleurs encore de revenir 30 secondes sur ce que vous avez dit. Nous avons prévu désormais, c'est-à-dire comment renforcer des évaluations trimestrielles au niveau des classes intermédiaires. Et les notes là, nous allons essayer de les exploiter. Exact. C'est ça, valoriser les candidatures maintenant aux examens. Il y a beaucoup de visions, mais je pense que, comme le dit souvent le ministre Guillaume Moïga, Inch'Allah, nous allons atteindre ces objectifs. Merci. Merci. Tous ensemble. Oui. Vous compris. Bien sûr. Bonsoir à tous. Moi, c'est Aminata Fofana. Je suis étudiante à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Je fais le département maths informatique. Alors, qui parle de la problématique des réformes du système éducatif guinéen sous-entend beaucoup de choses. Avec nos panélistes, ils nous ont parlé de qui parle de cette problématique touche non seulement nos dirigeants, nos parents, nos enseignants, mais aussi nous-mêmes, étudiants, élèves. Mais je me dis que ça, c'est une accusation globale. Qui parle de ça doit savoir c'est qui le premier problème. Mais bon, comme M. Savané l'a dit, on ne va pas condamner quelqu'un. Mais ma question, disons, je vais poser une petite question qui, par après, je veux un commentaire là-dessus. Ça va directement aller pour Mme Hagia Aïchaba, qui présentement n'est plus ministre de l'enseignement pré-universitaire. Chose qui date de quelques années. Hein. Je me dis, depuis qu'elle n'est plus ministre, jusqu'à maintenant, quelles sont les réformes qu'elle est capable de nous proposer pour éviter ces pourcentages misérables auxquels nous faisons face? Je vais reformuler autrement. Qu'est-ce que Mme Hagia Aïchaba a voulu toujours dire à nos dirigeants, mais elle n'a pas eu l'opportunité de le dire? Ah si. Wait a minute. Wait. Je la coupe net. D'accord. Chaque fois, j'étais sous-directrice générale de l'éducation à l'UNESCO. Et chaque fois que je venais en Guinée, et je venais régulièrement, je rencontrais les ministres et on discutait, je leur disais ce qui se passait ailleurs. Ils me disaient ce qui se passait ici, on échangeait. Même ce matin, j'étais avec votre ministre. On ne peut pas être responsable à ce niveau-là et se taire. Hey, je suis guinéenne. Je suis guinéenne à 100%. Wallahi, guinéenne à 100%. Et pour le développement de l'éducation en particulier, parce que c'est l'épine dorsale de tout développement dans un pays et dans le monde. Awanani. Pour renforcer ce qu'elle a dit, c'est important quand même de souligner le travail qui est effectué par chacun d'entre nous. Hein. Oui. C'est des pionnières. Je sors d'une mission à Dakar avec l'UNESCO, du sommet de l'UNESCO au niveau des ressources éducatives et libres. On a trouvé un travail extrêmement bien fait. La Guinée est valablement représentée. C'est grâce à eux, c'est grâce aux anciens cadres de notre pays qui travaillent dans les institutions, qui ont pu mettre en place ces éléments-là. C'est important quand même de magnifier ce qu'ils ont fait. Merci. Ensuite, on n'accuse personne. Tout le monde est concerné. Hey, vous compris, moi compris, nos parents compris, le système compris, tout le monde. On n'accuse personne. C'est un défi et nous devons le relever ensemble. Merci, Aja.
Bayo Alpha, coordinateur national par intérim de la Maison des associations. Moi, ma question intéresse tous les panélistes et c'est par rapport aux examens d'entrée en 7e année. Ne pensez-vous pas que c'est nécessaire maintenant, parce que le débat revient toujours, de supprimer ces examens d'entrée en 7e année pour donner beaucoup plus de chances, n'est-ce pas, aux élèves de progresser jusqu'en 10e année. Et pour cela, on peut avoir la possibilité, bien sûr, d'orienter les fonds qui sont dédiés pour les examens nationaux pour le renforcement du système éducatif guinéen. Et c'est ma question, est-ce que ce n'est pas nécessaire maintenant? Je peux y répondre sur le plan de l'Afrique, sur le plan international. C'est ce qui est recommandé. Ce qui est recommandé, c'est d'accompagner l'enfant pendant 10 ans, mais avec un contrôle continu strict de la petite enfance jusqu'au brevet. Et au niveau du brevet, il y en a qui vont s'orienter vers l'enseignement professionnel. D'autres vont continuer jusqu'au bac et faire l'enseignement technique ou alors l'enseignement général. Mais ce que nous avons dit à Kigali, c'est-à-dire les ministres de l'Éducation à l'époque, moi j'étais à l'UNESCO, c'était ça. Et plusieurs pays déjà l'appliquent. Mais le budget ne change pas, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on reprenne l'argent des examens là. Ça va être réutilisé pour former les enseignants, pour construire des écoles, pour améliorer les conditions de vie de l'enseignant. Mais ça, ce sont des réflexions à faire. On ne peut pas du jour au lendemain, non. Ce sont des réflexions que le ministre a dans sa poche maintenant, et à lui de réfléchir et de voir dans les autres pays comment ça se fait, pour mieux appliquer cette mesure qui a été prise à l'époque. C'est un engagement pris. Hein. Ils l'ont pris à Kigali, ils l'ont pris à Incheon. Et c'est là l'ODD numéro 4. Regardez ce qui est marqué dans l'ODD numéro 4, vous allez voir. C'est un engagement, on a signé, vous avez signé. Nous avons signé. Donc, tu as dit que tu peux, peu maintenant, comme on dit en Côte d'Ivoire. D'accord. Oui, des amendements par rapport à ça. Bon, peut-être un petit commentaire. Tu as peu même. Un petit commentaire. Vous savez très bien que nous parlons de l'évaluation continue. L'évaluation continue, on a besoin des outils qui sont efficaces pour vraiment des suivis. Nous avons aujourd'hui des écoles privées ont pris beaucoup plus de force à Conakry. Ça, il faut le dire. Si nous supprimons les examens d'entrée en 7e, comment allons-nous alerter nos jeunes à l'élémentaire, les entraîner déjà dans l'apprentissage d'évaluation comme examen? Donc c'est pourquoi il n'est pas mauvais qu'on reste dans cette continuité jusqu'au BEPC. C'est une très bonne idée, mais essayons quand même de mettre des strates pour montrer aux enfants, aux élèves, au niveau de l'élémentaire, qui sont attendus au BEPC pour être évalués. C'est-à-dire c'est une manière de les préparer. Je peux être d'accord avec vous parce qu'il n'y a pas de passerelles pour orienter les enfants qui vont échouer en examen d'entrée en 7e. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais plutôt, nous allons essayer de rendre moins, qu'on appelle ça, de voir comment on peut rendre plus souple les examens d'entrée en 7e année pour laisser beaucoup plus d'avantages aux enfants d'aller au collège qu'au niveau du lycée. Parce qu'au niveau du brevet, on peut passer aux passerelles. Mais l'examen d'entrée en 7e, on ne peut pas quand même, il faut supprimer maintenant, comme l'a dit Adia. C'est vrai. Dans certains pays, il n'y a pas d'examen. C'est la majorité des pays. Voilà, c'est contrôle continu. Mais nous, pour l'instant, ce n'est pas le budget de l'examen d'entrée en 7e qu'il faut vraiment essayer de résoudre le problème qui se pose. Ça va au-delà de ça, quoi. Je pense qu'on va garder ce rythme-là. Monsieur le ministre, le Premier ministre peut peut-être commenter, mais là-dessus, mais je pense qu'on peut garder encore à ce niveau, cet examen-là, c'est un appui. Je vais vous combattre. Vous avez des commentaires à faire sur cela? Non, pas de commentaire particulier là-dessus. Vous savez, les systèmes d'enseignement diffèrent. Et des institutions telles que l'UNESCO, comme aussi les départements, d'autres départements spécifiques au sein du secrétariat des Nations Unies, s'occupent de tout ça. Ce que je peux dire, quand vous demandez à un Américain les spécialisations, par exemple, l'absence de spécialisation, vous lui parlez de culture générale, il dit c'est quoi? Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et ils se disent, mais culture générale, c'est quoi? On spécialise dès le début. Ah ouais. Et quand la spécialisation commence tôt, l'enfant n'a plus à
être taraudé par les différentes directions. Dans un système francophone, on cherche la culture. Aux États-Unis, demandez là-bas, même à certains fonctionnaires, qu'est-ce que c'est que les Nations Unies? Ils vont dire c'est un département du secrétariat d'État américain, ils ne connaissent pas. Mais le domaine dans lequel il a appris, là où il s'est spécialisé, demande-lui toutes les questions, il répondra. C'est une question qui est liée aussi à l'histoire des pays. Quel que soit ce qu'on fait, on ne se départit pas facilement de sa culture, des coutumes, de tout ce qu'il y a. Comme les Américains ont vécu des situations qui ne sont pas des situations, même si ceux qu'ils ont reçus, c'est un peuple d'arrivants, d'immigrants qui sont venus, mais ils ont abandonné leur culture ancienne au profit d'une culture nouvelle. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle James Frédéric Foster Condé, ancien boursier de 2018, sciences instrumentales, et actuellement en cycle d'ingénieur 4e année au Maroc en data analyst et supply chain management. Et donc, parlant du système, de la problématique des réformes du système éducatif guinéen, ma question va tourner autour du niveau exigé pour les enseignants dans nos écoles. Aujourd'hui, nous voyons dans nos écoles qu'à travers le primaire, le lycée, toute personne, il finit le lycée, il finit parfois la licence, il se proclame directement enseignant dans les écoles privées sans aucune pédagogie, venir enseigner. Et quels sont les critères et quel est le niveau exigé pour cela? Je pense que dans les conditions normales, nous avons constaté que le travail est déjà fait par nos aînés. On a mis des institutions comme l'ENI, l'ISEC, qui sont déjà sur place, qui ont des critères de recrutement. Il faut avoir tel diplôme pour être accepté à l'ENI, voilà, tout ça. Donc, vous savez, nous restons dans ce cadre. C'est pourquoi nous avons pensé cette année à réglementer un peu les écoles privées. Nous travaillons sur un programme très sérieux. Ce n'est pas de durcir un peu, pour pas trop de contraintes, mais c'est de les rappeler un peu que nous avons les mêmes méthodes d'évaluation à la fin. Nous sommes confrontés à des manuels qui ne sont pas adaptés au programme d'enseignement en Guinée. Des écoles privées, ils ont des manuels qui ne sont pas appropriés au programme d'enseignement dans notre pays. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons des enseignants qui enseignent le programme danois, le programme canadien dans les écoles privées. Russe, parfois. Ne soyez pas surpris de voir des enfants, des élèves premiers de la République. C'est des enfants qui sont suivis à la maison par les parents. Il faut le rappeler. C'est des enfants qui sont suivis, des parents donnent des moyens pour que ces enfants-là atteignent ce niveau-là. Donc nous avons commencé déjà à prendre des mesures pour que désormais, des inspections, l'inspection avait perdu sa valeur dans ce pays. Madame la ministre, vous pouvez en témoigner. Nous avons constaté qu'il y a plus de 4 ans que nos écoles n'ont pas été inspectées, n'ont pas connu l'inspection, monsieur le ministre. Comment voulez-vous que nous sachions le niveau de qualification des anciens qui sont dans nos écoles? Quand vous dites avant, nous, en 94, quand on dit qu'il y a l'inspection qui devait venir, il faut voir l'école. Mais il faut voir l'atmosphère qui règne. Aujourd'hui, laissez aller. Les professeurs viennent en classe. C'est du vécu. Moi, j'enseigne tous les samedis dans une école. Je donne des cours de mathématiques. Les professeurs, ils viennent, ils s'asseyent, ils donnent dans les écoles privées, je dis bien, ils donnent des cahiers aux élèves, ils recopient au tableau. Les élèves passent tout leur temps à recopier, même pas de temps d'explication. Qu'est-ce qu'on enseigne dans nos classes? Voilà la question que je pose. Qu'est-ce qu'on enseigne dans nos classes? Donc aujourd'hui, nous avons fait face à cela. C'est pourquoi nous avons demandé à ce que nous allons essayer de penser au déploiement de l'effectif. D'abord, essayer de voir qu'est-ce qu'on a sous la main d'abord, avant de passer au volet recrutement. Qu'est-ce qu'on a sous la main? Donc nous allons faire face à ce problème-là dans nos écoles. Que l'ENI et l'ISEG puissent prendre des dispositions pour que nous puissions produire des enseignants de qualité pour nos écoles. Mais cela avec l'accompagnement de tous, comme on l'a dit. Je vous remercie. Oui. Aïda, vous avez quelque chose à ajouter sur ce que vous avez dit? Monsieur le Premier ministre. Oui, si. Non, go ahead. Okay. Je veux dire que ce que M. Savané a dit est juste. Quand j'étais encore au collège,
à l'université et qu'on devait recevoir l'inspecteur d'académie, comme on le disait, c'était la peur au ventre des professeurs, la peur au ventre des élèves, tous confondus dans la salle. Le jour où l'inspecteur venait, c'était un jour particulier. Tout le monde en avait peur. Je corrobore ce qu'il a dit. Deuxième chose, et quel niveau on exige des enseignants? On doit exiger des enseignants le niveau qu'implique ce qu'ils enseignent. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, les disciplines aussi sont en évolution. La biologie évolue, les mathématiques évoluent, même la langue évolue. Oui. Tout ce qu'on enseigne évolue. Si vous ne parvenez pas à vous mettre au niveau de cette évolution, c'est pourquoi le recyclage des professeurs, c'est nécessaire, c'est requis. Il faut recycler, il faut en un mot qu'ils soient chacun dans le domaine qu'ils couvrent, contemporain de l'actualité, contemporain du présent. Quand ça est, alors l'écart ne sera pas très grand. Mais oubliez la formation des enseignants, le maintien à niveau des enseignants, c'est donner le mauvais enseignement, décalé à des gens qui en ont besoin, qui ont besoin de l'enseignement approprié au moment M. Voilà ce que je voulais simplement ajouter. De mon temps, il y avait des inspecteurs régionaux qui passaient dans les préfectures de leur ressort. Ils avaient des moyens de locomotion. C'est-à-dire qu'il faut des moyens pour le faire. Oui. Les directeurs préfectoraux avaient eux aussi des moyens de locomotion. Et ils pouvaient aller dans les écoles pour vérifier tout ce qui se passait. Donc c'est tout ça, c'est pour ça que je donne tout. Et le ministre maintenant est au courant de tout ça, ils sont en train d'y travailler. Oui. Je le sais, parce que j'en ai discuté aujourd'hui avec lui. Je suis Kamara Mamadouba, je suis coach et formateur en développement personnel et le directeur associatif et des communications de la Maison des associations et ONG de Guinée, la MAOG. Et la question qui m'interpelle est la suivante. Vu bien sûr la condition de vie des enseignants, ma question est la suivante. Est-ce qu'il est permis aux enseignants de se trouver un moyen ou une technique de création d'entreprise ou de création de richesses quelconques, à part bien sûr l'enseignement? Est-ce qu'il est permis? Je peux répondre à ça en prenant mon exemple personnel. À condition, je peux le faire à condition que ça ne gêne pas les cours que je donne. Je donne un exemple. Moi, je suis couturière. Donc, quand mon mari était en prison, il fallait bien vivre. Donc, je donnais mes cours. Et le soir, après avoir fait mes préparations, je coupais les robes des petits enfants, des petites filles, et je cousais. Je faisais des bonbons glaces, je faisais du ginger et consorts, je faisais des gâteaux. Mais ça ne gênait pas les cours. Mes cours étaient impeccables. Il y avait des inspections, ils venaient voir et tout. Donc, c'est ça. Donc, parce que vous n'avez pas spécifié, vous avez dit créer de la richesse. C'est de la richesse. Oui. Puisque j'ai eu de l'argent, j'ai construit ma maison avec. D'ailleurs, en restant même dans le cadre de l'éducation, vous pouvez créer des librairies, ouvrir des librairies, oui. Vous pouvez créer des accompagnements personnalisés à travers, d'ailleurs, votre outil d'enseignement, ça crée un peu de la richesse. Les centres de formation. Et même au-delà, vous pouvez vous former dans d'autres domaines. C'est une possibilité aussi, mais on ne t'interdit pas. Ce qu'on vous demande, c'est de faire efficacement les 18 heures qu'on va vous confier dans les écoles. Je pense que je voulais juste rajouter... Et mieux, dans mon garage où se trouvait donc mon atelier, les élèves qui n'avaient pas le niveau venaient pour des cours d'appoint sans payer, bénévolement. Bonjour à tous. Mes remerciements aux panélistes. Une mention spéciale au président du PEDN pour la très haute qualité du projet politique qu'il porte. Monsieur Savané, vous me permettrez de contredire ceux qui portent souvent la voix du département que vous représentez ici. Quand ils disent qu'il y a eu des réformes, des innovations sur certains trucs, je dirais juste sur certains plans qu'il y a eu des mesures qui ont été prises, des anciennes mesures qui ont été remises à jour. Lorsqu'on parle, par exemple, du fait que le ministère donne l'opportunité aux bacheliers recalés de pouvoir revendiquer
Ce n'est pas une innovation, ça a été fait en 2007, j'ai souvenance de ça, et un témoignage que je peux faire, un élève de la commune de Matoto avec qui j'avais contact, sur qui tout le monde pariait qu'il serait le premier de la République. Son niveau d'excellence était irréprochable, on n'en doutait nullement. Il a été, et il s'est retrouvé un peu plus loin, et après les examens, les résultats sont sortis. Il est venu, il s'est fait accompagner au département par sa direction, les encadreurs de son établissement. Effectivement, il a vu les copies, il s'est trouvé que c'était en physique qu'il avait. Il n'avait pas bien travaillé, c'était un élève des sciences mathématiques. Je crois que M. Lansana Kouyaté, qui était Premier ministre à l'époque, pourrait nous dire davantage à ce sujet. À lui, effectivement, je voudrais poser une question. Quelle a été la recette du gouvernement de consensus en 2007 dans l'organisation des examens? Le gouvernement prend fonction en mars en 2007. Juin-juillet, soit 3 mois après la prise de fonction, de courageuses réformes sont mises en place. Et c'est ce que j'appelle exploit. Quelle a été, en tout cas, la recette de son gouvernement pour arriver à cet exploit? Je vous remercie. Je vais vous dire très simplement que gouverner un pays, diriger un pays, ayez tous les beaux textes. Si vous n'avez pas de caractère, vous qui êtes au sommet, ça ne marche pas. C'est la rencontre d'un caractère et de l'idéal que vous avez pour le pays. Qu'est-ce qui s'est passé en 2007? La période des examens arrive devant les ministres, tous les ministres, en conseil des ministres. Je dis au ministre de l'Éducation nationale, je n'avais pas ministre de l'enseignement technique, enseignement secondaire, je n'avais pas tout ça. Je n'ai pas morcelé. Ça, c'est les postes de directeur. Ça se fait quand on divise le travail pour mieux faire. Quand le ministre, il y a un ministre de l'enseignement technique, un ministre de l'enseignement primaire, un ministre de l'enseignement scientifique, un ministre de... C'est saucissonné. Et là, ça ne va pas. J'ai dit donc, grosso modo, à tous les ministres, bientôt le baccalauréat. Je sais que la fraude plane comme un vautour. Vous, ministres, vous êtes ceux par qui cette fraude-là commence. Ministre de l'Éducation, si j'entends qu'il y a une seule fuite, n'est-ce pas, dans les examens, tu es responsable. Celui qui vole 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions, on les arrête, on les met en prison. Toi, tu auras volé l'instinct d'un pays et la volonté d'un pays, tout ce dont dépend l'avenir du pays. Donc, s'il y a fuite, je le dis devant les ministres, c'est eux qui viennent te voir souvent. J'ai ma fille, j'ai ma nièce, j'ai mon cousin. On a traversé l'enseignement guinéen. On est aussi, on fait partie là. Alors, je dis, si ça arrive, non seulement tu perdras ta fonction, mais tu seras jugé et condamné. Le top était donné et le ministre n'a fait qu'appliquer. Il a fait qu'appliquer. Donc, voilà un problème par une phrase. Simplement, j'ai mis la barrière là où il fallait mettre. Et cela a suffi pour que les examens se fassent dans le plus grand sérieux. Il n'y a pas eu de fuite. Prenez après moi. Le même ministre a été reconduit comme ministre de l'enseignement secondaire, préuniversitaire. Il a été construit préuniversitaire. C'est l'année à laquelle il y a eu le fraude au brevet. Les gens n'ont pas compris. Le même ministre. Mais là n'est pas la question, c'est une question, n'est-ce pas, de direction à donner au gouvernement. Et il l'avait respecté. Maintenant, pourquoi il y a eu cette possibilité de vérification? C'est parce que j'ai dit, il y aura la rigueur qui va tomber comme un couperet sur ceux qui n'auront pas travaillé, leurs parents, etc. Quiconque demande à vérifier les épreuves, les copies de leurs enfants, ouvrez-leur la porte. Donc, alors, cela a suffi. Il y en a qui pensaient que leurs enfants étaient au top. Mais à cause d'une seule discipline, vous pouvez dégringoler. Et ça a été vérifié. Ce sont ces parents eux-mêmes qui ont dit, en réalité, ils n'ont pas été trichés.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis Ouattara Mami, président de la commission de la lutte contre la corruption de la Maison des associations et ONG de Guinée. Avant de poser une question fusionnée, je vais d'ailleurs faire quelques commentaires et j'apprécie les brillantes interventions des différents panélistes. Aujourd'hui, nous constatons que, après le métier de conducteur dans le domaine du transport, nous avons au niveau du secteur privé les écoles qui emploient plus de personnes. Mais nous constatons également que les écoles ont pris la force, les écoles privées ont pris la force sur les écoles publiques. Qu'est-ce qui a posé cela? Les conditions nécessaires et suffisantes dans les écoles publiques ne sont pas, toutes ces conditions ne sont pas là. Donc les parents sont dans l'obligation de prendre leurs élèves, de faire inscrire dans les écoles privées. Mais aujourd'hui, nous constatons à la hausse exponentielle des mensualités dans les écoles privées. Chaque année, la mensualité, ça augmente. Chaque année, ça augmente. Si cette année, c'était à 200 000, l'année prochaine, nous allons assister que c'est à 300 000. Maintenant, dans 10 ans, si chaque année, ça augmente de 50 000 en 50 000, est-ce que dans 10 ans, en République de Guinée, les parents d'élèves pourront envoyer leurs élèves dans les écoles privées? Écoutez, nous avons déjà fait une place de réflexion sur ce problème au niveau des écoles privées. Nous sommes basés un peu sur le niveau d'investissement des écoles. Vous allez visiter une école privée qui n'a même pas de bibliothèque, qui n'a pas de table-banc adéquat, hein, qui n'a pas de professeurs qualifiés, hein, dont l'inscription seulement, l'inscription coûterait 20 000, 25 000 francs. Tandis que vous allez voir des écoles aujourd'hui qui n'ont rien envie aux écoles modernes en Europe. Ils ont tout mis dedans, des salles informatiques, des professeurs de qualité, un système moderne irréprochable. Est-ce qu'on peut dire qu'on paye l'inscription à 25 000 francs à l'école de Fodema Binti et qu'on aille payer 250 000 francs d'inscription dans une école moderne où le fondateur a mis des milliards pour construire une école moderne? Cette question a été posée au ministère. On a rencontré tous les fondateurs. Donc le ministre s'est battu pour essayer d'uniformiser au moins les inscriptions. En ce qui concerne maintenant la scolarité, la mensualité, là, il serait difficile, avec l'état comateux de nos établissements publics, de mettre pression sur ces écoles-là, sinon nous allons faire face à autre chose. Ça, il faut y penser. Nous avons, si nous donnons les moyens au secteur éducatif, les écoles privées seront fermées. Tout à fait. Mais seront fermées. Ramenons nos meilleurs anciens dans les salles de classe. C'est ça notre objectif aujourd'hui. Nous allons mettre tout ancien qui est fonctionnaire d'État. Désormais, tu retournes dans une école publique. Des heures, des 18 heures sont consommées. Et si tu veux prendre des heures supplémentaires, on va faire face pour voir. D'abord, on va chercher d'abord satisfaire l'école publique. Et si maintenant les écoles privées peuvent recruter des anciens, les former, c'est pour eux. Mais chez nous, quand tu es titulaire désormais, tu donnes tes 18 heures et que si tu veux prendre des heures supplémentaires, valorisons les écoles publiques. La hausse des scolarités, ça va disparaître. Moi, je pense que c'est une solution. Nous nous battons ensemble pour que ça puisse voir le jour. Mais vous qui êtes là, vous connaissez un enseignant dans le public. Vous savez qu'il a plus de 4 écoles privées dans lesquelles il enseigne. Dites-lui qu'il perçoit un salaire. On a dit, on se battra pour que le salaire de l'enseignant puisse être, le métier d'enseignant soit attractif, on se battra. Mais il faut qu'on soit écouté. Il faut qu'on soit écouté. Sinon, on va beau parler ici, les enseignants vont faire de l'école guinéenne ce qu'ils veulent. Je pense que valorisons nos écoles publiques, on va oublier l'histoire des écoles privées, j'espère. Voilà. À tous et à toutes, bonsoir. Je suis Kolamou Charles André, coordinateur national de l'ONG Jeunes pour la voix des enfants et femmes de Guinée. Je pense que, parlant de l'éducation guinéenne, on veut parler, n'est-ce pas, du ministère. Et en parlant du ministère, on veut parler, n'est-ce pas, du ministère de l'éducation préuniversitaire, universitaire et de l'enseignement professionnel et technique. Alors, ma question, c'est quoi? J'aimerais savoir, est-ce que c'est nécessaire et important de centraliser tous les ministères de l'éducation? Si oui, pourquoi?
Sinon, en quoi décentraliser tous les ministères est vraiment important? Et quelles sont les réformes que le ministère, n'est-ce pas, a mises en place pour améliorer les conditions de vie des étudiants qui représentent vivement la Guinée à l'extérieur du pays? Je vous remercie. Je pense que M. le Premier ministre avait déjà parlé de l'intérêt de trouver un grand ministère et mettre des directions en place. C'est une très bonne idée. J'ai échangé avec 2 leaders politiques sur cette question. Il y en a un qui est présent dans la salle, qui a fait la même proposition. C'est une très bonne idée. Mais malgré les appellations, les étiquettes qu'on donne à ces ministères-là, vous savez que nous travaillons en cohésion, nous travaillons tous les jours ensemble. On a créé des sous-sections éducatives, éducatives qui permettent désormais de créer tout simplement une corrélation entre les 3 niveaux. Aujourd'hui, nous avons eu 9% au baccalauréat. Mais nous avons des élèves avec cette rigueur-là, même si ils arrivent à refaire le baccalauréat 3 fois, 4 fois, ils peuvent réussir, c'est possible, mais ils peuvent ne pas réussir. C'est important de dire à nos élèves qu'il y a des écoles professionnelles qui ont engagé aussi des réformes en Guinée aujourd'hui. C'est important de rappeler tout simplement que l'appellation ministère de l'enseignement préuniversitaire, ministère de l'enseignement technique professionnel, le ministère là, mettons quoi sur le ministère seulement? C'est une appellation. À chacun sa politique d'appellation, d'étiquette qu'on va donner au ministère. Mais ce qu'on sait, comme le dit l'ex-premier ministre, l'ancien Kouyaté, Premier ministre, nous allons avoir le courage de dire que ces ministères-là, le budget qu'on les attribue, ça peut être le budget d'une direction. Mais il faut voir les choses. Mais nous avons tous des perceptions différentes. L'appellation, ça ne pose pas de problème, mais acceptons déjà chacun sa vision, sa politique par rapport à cette étiquette. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, sur la deuxième question, je ne vais pas être long là-dessus. Nous avons parlé de... ça m'a échappé d'ailleurs, si je ne sais pas... Les étudiants de l'extérieur, c'est ça? Voilà. Comme vous l'avez constaté, les accompagnements. Vous savez, nous n'avons pas des cours de... qu'on appelle ça? Des cours préparatoires ici en Guinée. Dans le programme que vous avez suivi cette année en terminale, on ne vous a pas interpellé sur certains aspects des algèbres, sur les graphes, sur les matrices, alors que dès la licence déjà à l'extérieur, Maroc à côté, vous allez faire face à ce genre de situation. Dans le programme, on a constaté qu'il n'y a pas ça. Et nous sommes en train de nous battre pour que ce programme-là puisse au moins connaître quelques notions qui puissent permettre à nos élèves de réussir la première année de licence à l'extérieur. Que ce soit en SVT, que ce soit dans les autres matières, il faudrait que nous projetions qu'est-ce qu'on enseigne à l'université. Même en Guinée ici, quand vous allez en licence de mathématiques, en physique ou bien en chimie, vous constaterez tout simplement, c'est une histoire que je vais dire. J'ai étudié à la Sorbonne. La première fois que j'ai accédé à un laboratoire, j'étais perdu. J'étais vraiment perdu. Je vois des bulottes gradiées, je vois des choses. Mais quand on me donne une réaction chimique, je peux tout de suite équilibrer sans problème. Mais on me met ces éléments sous les yeux. Non mais je suis perdu. Je vois des petits enfants où je ne peux pas dire, mais ça pourrait être mes jeunes frères, mes jeunes soeurs, qui viennent manipuler des choses pas possibles. Mais j'étais dépaysé. Et pour faire le rapport chez le camp, je viens, je dis tel. Et ils sont incapables de faire exactement comment. Moi, je vois réellement la conception, mais eux, ils voient manipulation. Je ne comprends absolument rien. Aujourd'hui, la Chine a trouvé la solution. Nous pouvons mettre des laboratoires dans notre pays là. C'est des outils qui sont à la poubelle, qu'on peut ramasser à la poubelle, les valoriser. Nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Nous avons des défis. J'aimerais d'abord remercier M. Si Savané, remercier tous ceux qui sont là. En même temps, peut-être je serai un peu opposé à certaines de vos idées.
quand vous dites que, quand vous avez fait le diagnostic tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec votre diagnostic, mais il y a un élément clé que vous n'avez pas noté. C'est surtout au niveau de la documentation. Justement, bon, en fait, je rappelle d'abord que je suis enseignant en situation de classe en 6e année et que, si vous permettez de vous rappeler le score et le pourcentage de mon école, j'ai eu 100%, l'une des rares écoles qui a eu 100%. Et les donc, privés? Pardonnez? C'est une école privée? Oui, une école privée. Justement. Et tout à l'heure, justement, M. Si Savané, il a beaucoup insisté sur les privés, mais je ne sais pas si vous avez fait les statistiques, si vous avez fait des études là-dessus, vous allez constater que la majeure partie de ces admis, le peu de pourcentage, la majeure partie vient des écoles privées. Et que les meilleurs aussi viennent de ces écoles privées. Il l'a dit. S'il vous plaît, la question. Voilà. Donc, bon, s'il vous plaît, une petite minute. C'était par rapport à la documentation. Vous avez insisté sur un fait tout à l'heure. La formulation des questionnaires, justement, ça a changé. Mais est-ce que vous avez pensé à la documentation, aux documentations? Parce que je vous rappelle que le livre de géographie, lorsque vous prenez le livre de géographie, la 6e année, ça date de 1996. Je suis en même temps assistant pédagogique dans mon établissement. J'ai rencontré un enseignant qui met en 2022, qui dit dans son résumé que la population de la Guinée est de 7 millions d'habitants. En 2022. J'ai dit, mais où tu as pris cette information? Il dit, mais ça est dans le livre. J'ai dit, mais comment tu peux dire, tu n'as pas actualisé, tu n'es pas au courant de ce qui se passe, tu ne peux pas harmoniser les choses? Il dit, non, mais si je prends le document qu'on m'a donné là, c'est dans ça que j'ai pris, c'est ce qui est officiel. Lorsqu'on prend la répartition mensuelle des programmes, tout est presque obsolète. C'est démodé, c'est révolu. Il y a des choses que vous demandez aux enfants aujourd'hui, vous n'avez pas mis les documents à la disposition des enseignants pour harmoniser les choses. Peut-être dans les privés, nous nous anticipons un tout petit peu. Nous utilisons des documents de d'autres écoles. Moi, notamment, j'utilise les documents de français de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, tout et tout. Mais au public, le maître du public ne se contente que du document qu'on lui donne, le document officiel du système guinéen. Nous le faisons tous aussi. Donc, est-ce que vous avez un tout petit peu pensé à la réforme des choses, comme à l'harmonisation des documents? Monsieur Duarte, merci beaucoup. Je pense que les écoles privées, pour la première fois, ont bénéficié au moins des manuels scolaires qui étaient stockés dans les magasins. Depuis qu'on a pris fonction, nous avons déjà constaté dans les magasins de l'État que les livres que vous nous aidez à avoir en Guinée sont stockés dans les magasins pourrissaient. Il y a même eu des échos, on revendait ces livres à Madina. Lorsque nous avons pris fonction, le ministre a demandé, sous les 48 heures, s'il trouve un livre dans un magasin, il sanctionne le DCE ou le DPE concerné. C'est pourquoi beaucoup d'écoles privées ont bénéficié cette fois-ci des livres, des manuels scolaires. Vous pouvez en témoigner, ça c'est un. Comment nos enfants puissent accéder à un très bon apprentissage de qualité si les documents, les manuels qui sont dédiés à nos enfants sont gardés dans les magasins? J'ai été sur le terrain, j'ai constaté dans certaines écoles de Conakry, dans les écoles publiques, je dis bien, hein, le pauvre enseignant est obligé de prendre dans sa prime de préparation, aller acheter un livre au marché qui est stocké dans le magasin de l'État. Voilà le problème qu'on faisait face avant. Et vous pouvez témoigner, beaucoup d'écoles privées ont bénéficié des manuels scolaires qui étaient stockés. Et en revenant sur le programme, j'ai signalé ici que le problème, nous enseignons les contenus que nous donnions à nos enfants dans les salles de classe est vraiment différent du programme qui est donné par l'Éducation nationale. C'est très important de le dire. Vous allez voir dans les écoles privées ici, il y a d'autres qui utilisent des livres canadiens, des livres français, des livres nigérians, un peu partout. Et pourtant, au niveau de l'examen national, les enfants ont les mêmes sujets d'évaluation. Ça, c'est un problème. Nous nous sommes attelés dessus. Même ce matin, nous sortons d'une réunion d'urgence pour que désormais, en République de Guinée, si c'est les livres que nous devons utiliser, que nous nous adaptions à ces livres-là. Tout à fait. Aussi, nous devons maintenant essayer d'exploiter le programme, revoir le programme national, le programme d'éducation nationale, qu'on fasse des manuels. L'INRAP est en train de travailler sur ça.
je vous dis quelque chose. Nous avons trouvé une situation très complexe, très compliquée. L'INRAP n'avait plus le pouvoir. L'institut pédagogique que nous avons ici n'avait plus de pouvoir. Parce qu'il faut les moyens. Aujourd'hui, nous avons essayé de réveiller cette direction-là, qui sont en train de travailler sur les curricula, pour qu'on puisse essayer vraiment de proposer un programme qui est adapté au quotidien guinéen. Vous savez, l'apprentissage est continu. Dans les autres pays, tu sors du métro, les exercices que tu as vus en classe, c'est adapté au métro. C'est adapté au trajet de l'enfant. C'est adapté à l'environnement de l'enfant. Et nous voudrions désormais que notre école, désormais, que les exercices qu'on donne aux enfants, on n'y plus un TGV quitte Paris-Lyon. Non, ce n'est plus ça. Ça, ce n'est pas Paris-Lyon. L'enfant n'a même pas à quoi. C'est quoi le il n'a jamais pris le métro. Nous voulons désormais qu'on parle tout simplement du trajet du pont 8 novembre à Koya, par exemple. Donc voilà ce qu'on veut proposer désormais dans les réformes de la révision. Ça, ce travail-là est en train d'être fait maintenant. Hein. Mais nous sommes venus au mois d'octobre. Au mois d'octobre, hein, il fallait d'abord essayer de lire ce que les aînés ont fait, les diagnostics. C'est un travail très remarquable, mais adapté aussi à l'actualité, aux réalités. Voilà ce qu'on est en train de faire. Comme le disait le Premier ministre Nassar Kouyaté, tu ne sauras pas ce qui est à la primature, c'est quand tu es à la primature. Donc, je m'arrête là. C'est ce que je voulais juste ajouter, que nous avons fait beaucoup d'efforts pour les écoles privées. Moi, je suis du secteur privé. J'étais professeur dans une école privée. Hein? Donc, j'ai beaucoup travaillé dans le privé avant d'être là aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup critiqué le système. On est dans le bateau, mais il faudrait que ce qu'on critique à la radio, à la télé, qu'on mette en application. Je vous remercie. Merci. Oui. S'il vous plaît, si nos lauréats n'ont pas de questions, les enfants sont là. Si tu n'as pas de questions aussi, voilà. Oui, les lauréats. Réception pour eux, il y avait des questions à poser. Vous avez des questions à poser? C'est bon? D'accord. Il ne faut pas être timide. Donc profitez. Nous, quand on avait votre âge, là, on disait tout. Bien sûr. Comment d'ailleurs une petite tête comme ça peut être en mathématiques? Qui a été en mathématiques? C'est lui, non? Oui, il est merveilleux. C'est Mori Kondé. Hein? Formidable, vraiment. D'accord. Donc, je pense que c'est fini. Merci à tous, merci à toutes. Merci vraiment à nos débatteurs pour ces brillantes interventions. Et nous espérons en tout cas vous retrouver très bientôt sur ce plateau. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'était le débat public responsable, cet espace qui donne la parole aux personnes quand même qui ont la latitude de nous parler ou bien de nous édifier sur les problèmes sociaux, politiques, culturels, éducatifs guinéens. Merci à la Maison des associations ONG de Guinée pour l'initiative. Merci à Dioma Media pour le partenariat. Merci également au public pour le suivi. Et à très bientôt pour un tout nouveau numéro. Merci.